Ahimsa, non-violence. Humilité, Tolérance. respect, Compassion. Ahimsa, non-violence, le magazine de la vie positive. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio 666, Ahimsa, non-violence, le premier magazine de l'année. Vous êtes à l'écoute du numéro 9, nous sommes ensemble pour une heure d'émission. Aujourd'hui, ça va être une émission spéciale avec un reportage. Voilà, si c'est notre deuxième reportage à Ahimsa, on va être sur un bateau. C'est pas l'émission Thalassa, non, c'est bien, c'est bien Ahimsa non-violence. Ça va être une petite émission, bah voilà, un petit peu dans ce mood-là finalement. Je vais faire un truc un petit peu bateau, voyage, truc de marin quoi. Voilà, ça va être un petit peu ça le délire de l'émission d'aujourd'hui. Et on va aussi avoir pour une bonne partie de l'émission un reportage, cette interview qui a été faite avec Vanessa, qui va nous parler d'écologie et de low technologie. On va aller à la découverte en fait de ce que c'est la low tech. Moi je savais pas trop en fait ce que c'était la low tech, donc j'ai découvert tout ça. Je vais peut-être le découvrir en même temps que vous, voilà. Et en tout cas, ça m'a bien donné envie d'approfondir ça. Allez, mais tout de suite, on va se passer un petit morceau de musique. On va commencer notre voyage en allant sur les îles. On va partir du côté des îles polynésiennes et on va voyager avec Sugar and Tiger. C'est le projet pop rock de Didier des Vampas qui fait ça avec une chanteuse, Florence. Voilà, ils ont sorti plusieurs albums. Le dernier est sorti en mars 2022 de l'année dernière, mais là on va s'écouter un morceau de leur avant-dernier qui s'appelle Esperi. C'est sorti en 2019. Après voilà, il y a 4 albums en tout que vous pouvez écouter. C'est vraiment sympa à écouter, c'est cool. On va se passer ce morceau-là, Maui, qui parle, voilà, de ces, comme je vous disais, du peuple Maui qui avait colonisé tout l'océan Pacifique. Et il y a peut-être une petite histoire autour de ça. C'est l'histoire du Kon-Tiki. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais c'est une expérience qu'avaient refait des anthropologues norvégiens, Thor Heyerdahl. C'était en quelle année ? C'était dans les années 40, 1940, 1950, un truc comme ça. Où en fait c'était pour remontrer qu'il y avait plusieurs hypothèses pour savoir comment ces îles de Polynésie avaient été colonisées du coup par le peuple Maui qui vivent ici et qui ont toujours été là mais perdus au milieu de toutes ces îles. Et une des hypothèses en fait c'était qu'ils venaient d'Amérique du Sud et qu'ils avaient dérivé avec des radeaux depuis les côtes du Chili. Et voilà, si vous regardez sur une carte, en fait, le Chili et les îles polynésiennes, mais c'est immense la partie d'océan qui sépare en fait ces deux continents, si on peut dire deux continents, enfin ce grand continent d'Amérique du Sud avec ses îles du Pacifique Sud. Et en fait, voilà, du coup, ils ont refait cette expérience d'aller je crois que c'était en Équateur où ils ont commencé, mais voilà, ils ont commencé vraiment dans la forêt à couper des arbres de basalte pour montrer que avec des outils rudimentaires, en utilisant juste les trucs de la forêt, donc en l'occurrence des arbres de basalte, parce que c'est un arbre qui a un poids en fait, qui fait comme une éponge, donc si bien que ça coule pas. Ils ont recréé des radeaux à base de ça, ils ont mis des voiles dessus et ils sont partis, ils se sont laissés dériver depuis le Chili en se disant que avec la force des courants ils allaient forcément tomber et arriver sur les îles Polynésie, car c'était de cette manière-là qu'elles avaient été colonisées par des migrations en fait de peuples du coup qui venaient d'Amérique du Sud. Voilà, donc effectivement leur migration a été concluante, quoi. Ils sont vraiment arrivés après au niveau de certains atolls. Et donc il y a tout un bouquin qui retrace tout leur voyage où je me souviens ils essayaient de pêcher des requins dessus, il y avait carrément les requins qui arrivaient boum sur le radeau. Ils avaient rien d'autre à manger pendant à part la pêche, c'était ça un petit peu qui les nourrissait aussi. Et
Enfin voilà, c'était vraiment c'était une chouette aventure que ces anthropologues avaient menée là. Et bon, ça a été adapté en film aussi. Il y a un film que vous pouvez retrouver, l'expédition du Comte Tiki, je crois que ça s'appelle. Et bon voilà, c'est une petite histoire pour introduire ce titre de Sugar and Tiger, Maui. Sugar and Tiger à l'instant dans IMSA non-violence, c'était pour commencer ce nouveau magazine. Et ben vous savez quoi, je crois que là on va faire un petit truc nouveau. On va instaurer le groupe de la semaine. Ça va pas être l'album de la semaine dans cette émission, mais le groupe de la semaine. Et le groupe de la semaine, voilà, c'est Sugar and Tiger. Moi, c'est une petite découverte là, du coup que je suis en train de faire avec ça. Et j'aime vraiment beaucoup. On va se repasser un autre titre du coup avant la fin de cette émission si on a le temps. Et mais tout de suite, on va commencer avec notre interview, avec notre reportage. Donc voilà, je vais balancer un petit jingle et puis on va se retrouver de l'autre côté sur le port de Caen. L'Australia et la Soute-Amérique, l'océan Soute-Pacifique, l'atoll de Pom-Pom Gali. IMSA non-violence. Et voilà, on va commencer notre petit reportage de la semaine avec Vanessa de l'association Projet Horizon. Et en fait là on est bougé, on est sorti des studios de Radio 666 et maintenant on est sur le port de Caen. Et là je me trouve actuellement sur un bateau en plein du port de Caen, donc voilà, il y a les voitures qui passent autour et puis voilà, il y a les mouettes au-dessus, les bâches du bateau qui bougent, c'est assez rigolo. Moi je suis super content de faire une interview ici. Comment tu vas Vanessa, du coup toi t'habites sur ce bateau, c'est ça? Oui, bonjour à tous. En effet, ça se voit sur ton visage. Je sais pas si ça s'entend, mais tu as le sourire jusqu'aux oreilles. C'est un vrai bonheur en effet d'habiter sur ce bateau dans le port de Caen avec ma famille et mon conjoint. Et ça fait 1 an que tu es posé ici, c'est ça, avec le bateau du Projet Horizon? Complètement, ça fait un peu plus d'1 an. On est arrivé fin août 2021. Ok, c'est cool, bienvenue, j'espère que tu aimes la ville, que Caen te plaît. Tu viens d'où en fait à la base? Je suis nantaise, mon conjoint médecin et après on a un peu vadrouillé à droite à gauche. D'accord, donc tu voyageais en bateau comme ça, non, en allant est-ce que tu es parti de Nantes? Est-ce que tu as remonté la Manche pour rentrer jusqu'ici par l'Orne, non? Comment tu as fait pour venir ici dans le port de Caen? Alors avec ce bateau on peut pas passer n'importe où, c'est pas une barque, il y a 1m70 dessous l'eau. Du coup on a fait les côtes françaises, on a fait Nantes, Hendaye, puis après Hendaye, Roscoff, Dunkerque et on a fini par arriver à Caen. Ouais, c'est super, hein. Ouais, j'adore les trucs de voyage comme ça. Bon, et puis on va parler un petit peu, c'est ça, de Projet Horizon et puis de l'eau technologie. Alors moi la low technologie, ça va être intéressant à parler, ça va peut-être être dans la deuxième partie, là on va se faire une première 15 minutes autour de Projet Horizon et puis après on verra l'autre partie low technologie après le petit interlude. Donc voilà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Projet Horizon, ce que c'est, l'asso, comment elle a été créée et puis c'est quoi les projets principaux, quel est le but de cette association? Alors l'association Horizon Naviguer et Partager, alors pourquoi 2 noms? Il y a un nom pour les réseaux, pour faire sympa, et un nom pour le côté associatif, donc Horizon au pluriel, Naviguer et Partager. Cette association elle a pour but environnemental, de regrouper des gens autour de projets environnementaux mais aussi très sociétaux. Elle a été créée en 2017, non pas par nous du coup, c'était par 3 jeunes qui voulaient faire une transatlantique à bord de ce bateau. Alors le bateau fait pas du tout partie de l'assaut, mais par contre il a une grosse histoire dans l'assaut, parce qu'au final c'est le maillon qui a fait rencontrer les fondateurs et nous les repreneurs. Donc nous les repreneurs, Yurick et Vanessa, on a repris ce bateau en 2019 par choix de vouloir naviguer et vouloir partir loin des terres. C'était un choix d'une dizaine d'années en famille, se retrouver loin de la société actuelle. Il y avait un besoin de pèlerinage, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais un besoin de se recentrer. Et puis ce projet, on a rapidement voulu le partager, bien en amont de rencontrer Projet Horizon. On voulait le partager et finalement la vie est plutôt bien faite. Quand on a rencontré ce bateau, on a connu l'histoire de l'assaut et on a dit on prend l'assaut et le bateau. D'accord, ok, ouais. Et
Et t'as appris à naviguer avec ce bateau en fait ici? Est-ce que tu peux... Je me souviens plus, c'est un bateau avec une voile, hein, c'est ça? Il y a une grande voile, un grand mât avec une voile avant, voile arrière. Comment ça s'appelle ces voiles? Il y a un foc avant, c'est pas ça quoi? Alors on est bien sur un seul mât et du coup c'est un voilier de 12 mètres ici. On a un mât avec une grande voile sur le grand mât. En plus, elle est en enrouleur, donc elle est un peu spécifique. Elle s'enroule dans le mât. Tu vas avoir des mâts à côté où il y a des voiles à l'extérieur. Et nous, elle est enroulée dans le mât. Ah ouais, parce qu'on est des gros feignants. Non, c'est qu'on a deux enfants à bord et qu'on est parti. Il avait 6 mois, le petit. Ah ouais, donc il y avait toujours un navigateur et un parent. Ouais. Et à l'avant, on appelle ça un foc. Ou ça peut être un génois, mais ça s'appelle un foc, oui. D'accord. Et donc la réponse, non, j'ai pas appris à naviguer sur ce bateau-là. On a d'abord, quand on s'est rencontrés, Yurik et moi, on a d'abord acquis un premier bateau, un plus petit, un 7 mètres, pour faire nos armes, pour apprendre à faire plus peut-être de bêtises et s'en sortir plus facilement. Et puis il est devenu trop petit, parce que justement en 2019, j'étais enceinte du dernier, Peyo, qui a aujourd'hui 3 ans. Bah, en ce moment 3 ans, et du coup on a d'abord appris sur un plus petit et celui-là bon, après moi sur celui-là j'ai bien progressé de par les nombreuses navigations. Ouais, donc voilà, vous habitez toute la famille ici sur ce bateau et en fait au final c'est comme vivre un petit peu dans une tiny house ou ces genres d'habitat insolite, habitat léger en fait, c'est ça aussi. Un habitat léger, oui. Ce qu'on aime bien, c'est qu'il soit mobile. Ouais. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il soit petit. Comme ça, on n'entasse pas et on reste très minimaliste et on se pose toujours la question de est-ce qu'on en a réellement besoin en fait. Bah ouais, c'est vraiment un état d'esprit en fait, ça, l'endroit sur lequel on vit, ça nous conditionne vraiment aussi sur notre mode de vie en fait après. Ouais. Complètement. Pour vivre à bord, ça a été un long chemin. On s'est pas dit du jour au lendemain on va vivre dans je sais même pas le nombre de mètres carrés qu'on a ici, dans un 12 mètres de long. Non, ça a pris un bout de temps. On savait très bien du coup qu'on allait partir avec pas grand chose. Mais le bonheur, il se trouve ailleurs. Il est plus dans le matériel, il est dans l'immatériel. Et en faisant des activités aussi, voilà, du coup c'est tout un mode de vie quand tu habites sur un bateau comme ça. Et là tu fais plus des activités par rapport à l'association Projet Horizon en fait. Voilà. Aujourd'hui, en effet, le cœur de notre vie, comme tu le dis, finalement sociale aussi, elle est au cœur de l'association. Bon, je pense que tout bénévole et toute personne qui est engagée plus ou moins dans une association se rend vite compte de ce que je veux dire. En effet, l'apport, il est énorme, autant au niveau personne qu'investissement. Et après, il n'y aurait pas l'association, on s'ennuierait pas pour autant, je pense. Je pense qu'on partirait peut-être plus facilement voyager. Là, ça nous bloque un peu à quai, cette histoire d'assaut, parce qu'il y a des projets palpitants qui sortent et on n'a pas envie de les laisser s'envoler tout seul. Du coup, on reste là. Mais le projet, finalement, être en famille à bord, c'était de prendre son temps aussi en famille. Donc, il y a énormément d'activités à bord. Je vous laisse imaginer qu'il n'y a pas de télé, il n'y a pas de micro-ondes, il n'y a pas... Parce qu'il y a très peu de place, premièrement. Et puis, même si on avait beaucoup de place, il n'y aurait pas assez d'énergie, par contre, à bord. Ça sauterait, en fait. Le câblage n'est pas fait pour avoir... ça nous rappelle à l'ordre, régulièrement, le soir, quand on met trop de choses. Vous connaissez la petite bougie qui s'éteint ou quand il y a le vent qui passe et ça fait... je sais pas comment dire ça. On voit, puis on voit plus. Les batteries, quand il y en a plus assez, ça réduit, pareil, la luminosité dans la cabine et on se dit « Ah, on a dépassé les bornes ». Là, c'est des batteries, tu les recharges comment en fait ces batteries? C'est avec quand tu fais tourner le moteur du bateau? Alors non, heureusement qu'on n'a pas besoin de faire tourner le moteur du bateau. En été, on est autonome complètement parce qu'on a des panneaux solaires au-dessus de nous, une éolienne aussi. Et en hiver, là, quand on n'est pas autonome, parce qu'en effet, on dépense plus qu'on ne produit et les batteries, elles emmagasinent pas assez l'été pour l'hiver est trop long. Du coup, on est branché au quai. Ouais, c'est ça, le quai, il y a aussi un endroit où tu peux te brancher. Ouais. Et pour l'eau potable aussi, c'est comment? T'as des filtres aussi, non, par exemple? L'eau potable, on a nos bouteilles et on va les remplir à la capitainerie. Il y a de l'eau sur les pontons. Après, comme on remplit des cuves dans le bateau et que les cuves, elles sont pas forcément, je pense, complètement propres et à la consommation, on préfère remplir des bouteilles d'eau. Ouais, c'est ça, voilà, en fait, ouais. Quand t'es en mer, après, t'as tes cuves qui sont remplies normalement et c'est comme ça que tu peux vivre de manière autonome un petit peu de temps sur un bateau, quoi.
Oui, du coup, en effet, c'est complètement différent. Du coup, tu t'amuses à faire bouillir ton eau si tu dois la boire ou tu pars pareil avec des bouteilles remplies d'eau et que tu mets dans tes fonds de cuve ou du moins si tu pars en mer, on fait un gros chantier, on nettoie c'est assez longtemps pour partir en mer. Il faut c'est une préparation, je pense. Ah, c'est très long. Là, si on doit partir en mer, je pense qu'il y a 6 mois de préparation. Ah ouais, à ce moment-là. Ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai, c'est pas quelque chose que t'improvises, quoi, un départ en mer. Bon, bah, ouais, alors, Projet Horizon, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus les projets que vous avez fait sur Caen, depuis que vous êtes là depuis un an? Depuis un an, on a appris à connaître le territoire. Je dirais dans les grandes lignes, on a appris à connaître le territoire et on a appris à se faire connaître. C'était aussi important. Et on a appris du coup à prendre place, à savoir où est-ce qu'on allait pouvoir faire quelque chose. On est arrivé sur le territoire de Caen après un Tour de France à la voile. Et ce Tour de France à la voile a été pour nous un premier moyen d'aller se rendre compte qu'est-ce que l'était la transition. Les divers domaines que ça pouvait toucher et on a justement été c'était assez intéressant de découvrir que ça pouvait autant toucher l'alimentation que l'agriculture mais que aussi la mode, la création, les déchets, mais ça je pense qu'aujourd'hui tout le monde le sait. On parle de réduction des déchets à tout va, mais en effet moi j'ai été intéressée par ce qu'on parle moins, la création, l'alimentation, toutes ces choses là. Du coup j'ai été un petit peu plus en profondeur et du coup en arrivant sur Caen j'ai fait la même, j'ai été rencontrer du coup toutes les structures, associations, entreprises, tout ce qu'il peut avoir autour de ces différents thèmes. J'ai été me présenter, j'ai été les rencontrer et du coup il y a un projet qui sort là, qui continue de sortir mais qui commence à bien voir le jour, qui s'appelait Guinguette solaire et solidaire mais qui va s'appeler je pense La Rayonnante parce que Guinguette solaire et solidaire c'est un projet de construction. Alors comme son nom l'indique, un lieu pour manger, peut-être pour danser, festoyer, on ne sait pas encore trop, hein, c'est à l'état de projet, faut bien le préciser, parce que ça a été une cantine avant, après c'est une guinguette, bon. C'est toujours à l'état de projet, un projet qui avance hein, et qui trouve, on pourrait croire de l'extérieur que des fois il recule ou pas, mais non, il avance bien, je vous rassure. On est toujours dans un élan où on avance bien. C'est un projet où on veut mêler justement tout ce qu'on a appris pendant ce Tour de France, nous, et tout ce qui nous a justement, on s'est rendu compte, c'est un peu une conclusion. C'est bien de commencer par les ramassages de déchets comme on l'a fait pendant le Tour de France pour éveiller les consciences autour de la transition, mais je pense que c'est pas un sujet très sympa et c'est pas très sexy. Moi-même au bout d'un moment j'en ai eu marre. C'est sympa de compter les déchets, de les ramasser, mais donc à la base ça a été fait pour rentrer dans l'action, éveiller les consciences, discuter avec les gens, mais je trouve que ça manque un peu de... Moi j'aime bien faire la fête en fait, et j'aime bien rencontrer les gens, et j'aime bien la convivialité, et je me suis aussi questionnée de... En fait, qu'est-ce qui moi me fait palpiter, pourquoi j'ai changé de vie comme ça, et qu'est-ce que je voulais faire à travers mon voyage? Des rencontres, en effet avoir une vie plus simple, plus minimalisme. Pourquoi? Pour avoir le bonheur simple qu'on peut avoir en navigation, que j'avais que l'été avant, je voulais l'avoir toute l'année. Alors je voulais savoir si ça pouvait marcher, parce que on connaît tous en vacances des bonheurs simples parce que c'est les vacances. Mais bizarrement je pense que toute personne qui va vivre dans son lieu de vacances toute l'année, en fait la routine ou les soucis du quotidien prennent le dessus, et je voulais voir ce que ça donnait dans le bateau, et non, même arrivé à terre à Caen, il y a toujours ce côté en fait du bateau qui fait que on est rappelé facilement à l'ordre dans le bateau, ou est-ce que j'en ai besoin, est-ce que c'est utile. Et puis finalement, on se rend compte que dans nos têtes, c'est la même, on se tracasse moins, ou on a moins de
Je sais pas comment dire, Ouais, c'est peut-être qu'on cherche pas non plus à être, à se nourrir de l'intérieur, à trouver une forme de bonheur à travers posséder des choses, tu sais, cette société matérialiste en fait, qui nous fait, on a notre petite dose de bonheur quand on a le droit avec nos jetons, nos crédits d'acheter des choses, et c'est ça qui nous rend heureux le temps qu'on s'est acheté des trucs, et après on se lasse, on rachète des nouveaux trucs, et on accumule. Voilà, c'est un petit peu ça le moteur en fait de l'économie, le système économique actuel, c'est un petit peu ça quoi. Donc toi, c'est ça aussi que tu cherchais un peu cette transition, comment avoir des choses simples où c'est plus par une qualité de vie, disons intérieure, ou à travers les relations avec les autres que tu trouves une forme de bonheur, non ? Complètement. Tu as très bien dit ça alors que je viens d'en parler pendant des heures. Du coup, là, les projets à venir, on va s'orienter vers la low-tech. La low-tech parce qu'en effet, ça rime avec sobriété heureuse. Ouais. Et... Ok, je te propose, on fait une petite pause et puis on parle de la low-tech après. Donc là, tu m'avais passé un morceau, c'était un morceau d'Elmer Footbeat, c'est ça ? Oui. Alors c'était le morceau Le plastique c'est dramatique. Ouais, jamais j'aurais pensé à passer du Elmer Footbeat à la radio. Mais ce morceau, disons que le contenu de ce morceau est approprié au thème dont on parle. Allez, à tout à l'heure. Ok, voilà, on est toujours sur le bateau de Projet Horizon. On va terminer notre petite interview de Vanessa. Donc, tu commençais juste avant de nous introduire la low technologie, c'est ça, la low tech, ce que c'est. Donc là, maintenant, on va parler de ça. Et puis, tu voulais aussi nous parler d'un projet là que tu vas monter sur Caen, les 24 heures de ramassage de déchets, non, c'est ça ? Alors, c'est 24 heures de ramassage de déchets, c'était l'année dernière, première édition. Et cette année, on veut élargir. Comme je viens de l'expliquer dans la première partie, on a une vision plus large et on souhaite vraiment que ça soit aussi, qu'on communique là-dessus. Donc, ça sera 24 heures de défi pour la planète. D'accord, ok, ouais. Et donc, ce défi pour la planète, qu'est-ce que ça inclut quoi dedans ? Il y a différentes... Pour les gens peut-être qui savent pas, c'est quoi un petit peu les différentes thématiques là, on avait dans la chanson qu'on vient d'écouter, ça parlait de la pollution des déchets en mer, parce qu'on sait que tous les plastiques se retrouvent et s'écoulent en suivant le fil des rivières dans les océans, et qu'après dans les océans en fait ils se regroupent par les courants, les courants marins, et je crois on en arrive, il y a un 7e continent qui s'est formé, c'est ça, dans les océans, le fameux continent de déchets, non ? Oui, alors ça, moi, j'ai pas été voir, donc oui, j'en suis au même point que toi, c'est ce que je pourrais pas t'en dire plus. Après, en effet, où c'est assez compliqué, c'est que, comme tu dis, c'est que ça suit l'eau. Donc là, on est sur une ville côtière, donc on s'imagine bien que tous les déchets vont finir par aller à l'eau par le vent, mais aussi en effet par les rivières et puis par les égouts. Ça, on s'en rend pas forcément compte. Il y a écrit en effet il y a des associations qui mettent ça sur les caniveaux, que la mer commence ici. C'est pour en effet sensibiliser les gens à ne pas jeter leurs déchets par terre. Même des fois, c'est pas forcément fait exprès, mais bon, voilà. Du coup. Ça, c'était donc l'année dernière, on avait fait ces 24 heures de ramassage de déchets par rapport à ça, pour sensibiliser les gens, leur expliquer que finalement, leur montrer l'importance de aujourd'hui réduire ces déchets. Parce que on les retrouve dehors, et l'importance de réduire ces déchets aussi, on parle aussi de cycle de vie d'un objet. Et le cycle de vie d'un déchet, par exemple, c'est de la matière première, du coup forcément en amont. Le plastique, c'est du pétrole, si on prend le plastique, mais tout type de déchet a sa matière première qui peut être unique. Les batteries, c'est pareil, il y a pas mal, du coup là on part même sur d'autres types de matières premières, mais qui sont pas non plus à profusion et qui vont être limitées. Donc j'aurais envie de dire aux gens, soyons sobres, en effet, consommons utilement. Et c'est ça qu'on voulait montrer à travers les ramassages de déchets. Mais un petit peu difficile, en effet, d'ouvrir le dialogue sur... une fois qu'on a ramassé les déchets, on en est tous un peu fatigués. Et des fois, le dialogue n'est pas forcément là. Donc on voulait un projet plus sexy, plus convivial. Et d'où, du coup, cette année, un deuxième projet qui serait 24 heures de défi pour la planète. Ça s'éloigne pas tellement du premier pour nous. C'est juste qu'il va plus loin. C'est une deuxième édition. Pourquoi est né 24 heures de défi ?
C'est tout simplement mon conjoint et moi, on aime le challenge. Et du coup, on s'est dit, allons-y, on va se tenter de faire 24 heures de ramassage de déchets. Et cette année, on se dit, on va tenter plein d'autres défis qui seraient bons pour soi et la planète. Donc 24 heures de défis culinaires, 24 heures de défis créatifs, 24 heures de défis de construction, donc low-tech si on peut, low technologie comme tu disais. Et tout ça, ça s'appelle 24 heures de défis pour la planète. Ça sera un événement qui va se faire au mois de mai, le 12 et 13 mai. Ok, ouais. Mais déjà, nous, souvent, dans les émissions de AIMSA Non-Violence, on parle pas mal du végétarisme aussi. Parce que, voilà, en termes d'écologie, c'est vraiment le mode alimentaire qui a le moins d'impact aussi sur la planète, en fait. Hein. En effet, comme je disais dans la première partie, au début, la transition a vite été pour moi réduction de déchets. Parce que, alors j'ai ma réponse aujourd'hui, c'est parce qu'on nous donne cette réponse-là, finalement, c'est celle qu'on a en premier, je trouve. Quand on veut faire du bien à notre planète, j'ai l'impression qu'il faut d'abord réduire ses déchets. Cet hiver, il faut moins se chauffer. Mais par contre, ce que tu viens de dire, réduire sa consommation animale, on la met pas beaucoup en avant. Alors après, on a les réponses aussi pourquoi, on le sait tous, je vais pas vous les donner ici, ça, c'est des sujets tendus. Mais est-ce qu'on peut du coup s'imaginer au moins les réduire et au moins les identifier aussi dans notre vie quotidienne? Est-ce qu'on pourrait s'imaginer tout ce que dans notre vie quotidienne touche à l'animal sans en effet aller dans l'extrême? Est-ce que les extrêmes sont la bonne solution? Mais déjà identifier tout ce que dans notre vie on a en animal. Les gâteaux, tout ça c'est que animal, mais même si on passe dans le cosmétique, c'est l'animal aujourd'hui est au centre de notre alimentation. Et en effet, si on regarde les études, aujourd'hui la meilleure des solutions, selon différents spécialistes qu'on peut avoir, la meilleure des solutions pour inverser cette hausse des températures. Alors ça me fait rire cette hausse de température, mais parce que je préfère en rire moi, parce qu'autrement vu que je parle de ça tous les jours, je pense que je serais au bout d'une corde. Non, je préfère en rire et du coup pour moi c'est une réelle solution. On peut inverser la tendance si on se met tous à manger beaucoup moins de viande. Ouais, ça c'est quelque chose qui a été dit depuis longtemps, mais comme tu dis, ça a du mal à s'implanter pour différentes raisons qui peuvent être aussi sociologiques et culturelles, et spécialement en France. Enfin bon, voilà, on en a déjà parlé dans certaines émissions d'AIMSA, et là on était plus pour parler des low technologies. On aurait tellement de choses à dire en fait autour de ça, mais alors pour moi la low technologie aussi ça m'intéressait vachement. Alors je suis un novice là-dedans, et quand j'entends le mot low technologie, je pense, tu vois, par exemple des gens qui habitent en ville et qui peuvent avoir sur leur balcon un mini panneau solaire ou une mini éolienne qui va recharger une batterie, qui va leur permettre d'alimenter leur PC par exemple, et de recharger leur PC avec juste du solaire. Et puis pareil, par exemple si tu manges végétarien, finalement tu peux quasiment te passer de frigo, et de réduire en fait dans notre vie un peu au quotidien tous les appareils électroniques. C'est un petit peu ça dans la low technologie au final. Tu as une bonne vision de la low technologie. Après, du coup, tu es dans 2 domaines, voire même un domaine, l'énergie. La low technologie, c'est en effet c'est répondre à un besoin utile et primaire. Donc ça peut... Donc désolé, on va repartir sur l'alimentation. Mais du coup, l'alimentation durable, c'est low tech. Donc manger moins de viande, c'est low tech en fait. Mais dans l'énergie où en effet c'est très d'actualité, et on a commencé aussi par là dans l'association, on a créé un premier four solaire, donc il est amusant en effet, et le mot amusant c'est en effet bien dit, c'est que les gens aujourd'hui s'en amusent, ils se disent je vais pas pouvoir remplacer ça dans ma cuisine, ou parce que déjà en Normandie non, il n'y a pas assez de soleil. Alors non Néoloco, je sais pas si vous connaissez, puis je sais pas si j'ai le droit de parler, tu couperas peut-être, mais nous c'est du coup une entreprise qui nous a permis de se rendre compte que c'était faisable, et du coup Arnaud de Néoloco est une personne très intéressante. Il va sortir un livre d'ailleurs pour parler de tout ça. Et Arnaud de Néoloco, donc je sais pas si tu connais, c'est le premier boulanger européen qui fait son pain de façon solaire. D'accord. Et il est en Normandie.
Ah super. Et donc il fait ça à partir d'un four solaire. Il torréfie aussi des graines pour remplacer du café. Bon bref, il est dans une logique. Voilà, on l'aime bien ce monsieur. Voilà, c'est une grande inspiration. Et tout ça pour dire que l'ensoleillement, ça peut en effet être un souci. Aujourd'hui, on ne pourrait pas faire cuire. Après, il explique que du coup, c'est tout un mode de gestion différente. Tu t'organises différemment, je pense, parce que ça prend du temps en fait. Quand tu fais pour faire bouillir de l'eau comme ça, c'est compter peut-être 2-3 heures, non, pour arriver au point d'ébullition, non, même plus. Dans son four, il atteint 240 degrés en 2 secondes. C'est énorme, son four. C'est pas le petit four en effet qu'on va pouvoir construire comme ça en 2-3 heures de façon low-tech qu'on peut venir se mettre sur son balcon, et en effet où là tu vas avoir ce genre de... ça va mettre du temps, et encore en plus ton balcon, alors à moins que tu aies de la chance et que tu aies un balcon à 360 degrés, ton balcon peut avoir un ensoleillement que du matin ou que du soir, bon. Mais le four là de Néoloco, du coup c'est un four, on parle de low-tech presque du coup de façon pas industrielle mais à grande portée quoi. C'est un four avec 48 miroirs qui réfléchit la lumière si mes souvenirs sont bons, donc voire peut-être plus donc c'est énorme, c'est une grosse machine, mais parce qu'on parle de... Donc la low-tech peut être faite de façon particulière mais aussi professionnelle, et c'est ça que c'est très intéressant. Ouais. Ça c'est super intéressant, je trouve, d'aller vers des initiatives un peu plus comme ça. J'avais vu, moi j'étais resté au Pérou pendant un moment et j'avais vu quelqu'un qui toastait du café, pareil, avec un truc solaire, une espèce de grand satellite, tu sais, avec des miroirs, qui toastait du café de cette manière-là. Ouais. Donc c'est possible, hein, c'est possible de faire des choses comme ça. Ça demande de se réorganiser en fait, mais bon voilà, c'est ça, c'est d'aller vers quelque chose, ce dont tu parlais tout à l'heure, cette transition en fait, et faire une transition comme ça, c'est voir différents aspects de notre vie, de comment on consomme, de comment on se déplace, comment on mange, comment on prépare à manger nous-mêmes, et le temps qu'on souhaite dédier à ça, et comment on fait nos courses et comment on aménage notre maison, tu vois, ça touche après à toutes ces choses-là, de rentrer vraiment dans une transition en fait, quoi. Tu viens exactement de dire en effet les principaux points, donc se déplacer, se nourrir, et donc les énergies. C'est vraiment les 3 points centraux que va gérer la low-tech, ou que va approcher la low-tech. Parce que la low-tech, c'est une démarche, c'est un état d'esprit, c'est une façon de penser. La low-tech est rentrée, moi, dans ma vie, entre guillemets, donc bien avant que je l'identifie. Et je l'ai identifié quand j'ai rencontré pendant le Tour de France à la voile le Low-Tech Lab à Concarneau. Donc tous ceux qui apprennent un peu à connaître la low-tech, au bout d'un moment finissent par tomber sur leur site. C'est un peu les précurseurs, ou du moins ceux qui... Bon bref, c'est vrai qu'ils sont bien identifiés là-dessus. J'ai eu la chance du coup de faire 3 jours de formation avec eux, et ils m'ont conquis. J'étais bien avec eux en effet, et c'est là que j'ai envie, moi, et la convivialité, du coup je l'ai apparentée à la low-tech sans forcément m'en rendre compte. Et quand j'ai commencé à lire et à comprendre ce qu'était la low-tech, rapidement la convivialité est arrivée au centre, avec l'outil partagé, le partage, la rencontre, le savoir-faire. Ouais, j'avais vu ça, ce dont tu parlais, le Low-Tech Lab, hein. Il y a un site internet dessus, et je me souviens, il y a plein de différents plans où tu peux construire toi-même ta petite éolienne de jardin, etc. Bon voilà, ça te donne une petite ressource en énergie, mais voilà, ça peut être plein de petites choses comme ça. Puis aussi c'est de commencer à faire un peu de bidouille, tu sais, réparer des trucs, et bon voilà, c'est ça, c'est pas aussi dès qu'un truc qui marche pas, tu le jettes. Non, tu regardes maintenant sur internet, tu peux trouver des pièces détachées assez facilement, et puis voilà, tu répares tes trucs. Moi je fais pas mal ça chez moi en fait, au final, quoi. Comme tu dis, en effet, on n'invente rien, je pense. C'est la bidouille, c'est un peu... Il y a des gens qui auraient tendance à nous dire, vous revenez en arrière. Alors oui et non. On revient en arrière avec tout ce qu'on a appris, voilà, on se rend peut-être compte qu'on a, dans certains domaines, été trop loin, mais je trouve pas qu'on revient en arrière. Moi, j'aurais envie de tenter aussi de vous dire, il y a la marmite norvégienne qui est intéressante. On en parle beaucoup en ce moment. Il y en a qui commencent à se faire du business dessus même, donc ça peut être intéressant. Comme là, je viens de vous parler d'une entreprise Néoloco, mais la marmite norvégienne, du coup, c'est un concept de garder au chaud et de continuer à cuire. Admettons qu'on a besoin de je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes pour faire cuire des pommes de terre à l'eau pour avoir une raclette.
Tu mets tes pommes de terre dans l'eau à bouillir 5 minutes, 2-3 voire 5 minutes, j'ai pas les chiffres exacts, faut tester. Et tu finis par le mettre dans ta marmite norvégienne. Donc une marmite norvégienne, c'est quoi ? C'est une marmite avec une couverture à la base. Je vais vous expliquer comment je fais mes yaourts d'abord après. Et du coup, ça finit de cuire tout seul. Par contre, comme tu viens de le dire, il faut du coup s'organiser en amont parce que du coup, c'est pas 15 minutes de temps de cuisson de pommes de terre, c'est peut-être 4-5 heures. Mais elles auront cuit avec seulement 3-4 minutes d'énergie fossile. Ok. Merci alors pour cette petite présentation de la low-tech. Alors, moi j'ai beaucoup apprécié ça, ces différents sites que tu nous as donnés, que les auditeurs pourront aller voir éventuellement si ça les intéresse de voir un petit peu tout ça. Du coup, Low-Tech Lab. Il y avait aussi ce boulanger. Là, je crois que je vais refaire un reportage à IMSA en allant voir ce boulanger en fait. Vas-y, va voir. Bah ouais. Va voir Arnaud et dis-lui bonjour de notre part. Ouais, avec plaisir, ouais. Et puis, c'est ça. Il y aurait d'autres choses comme ça que tu aurais un peu envie de dire au sujet de la low-tech, de la low-tech ? Moi, j'aurais envie de dire question pratico-pratique. Si vous avez envie, du coup, premièrement, de nous aider et et que vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur la low-tech et participer, on a du coup instauré depuis le début de l'année des chantiers participatifs qui ont lieu du coup tous les jeudis. Et c'est un samedi dans le mois et un mercredi dans le mois. Donc après, on a un planning au trimestre. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Donc la question fatidique de comment prendre contact avec moi sur les réseaux sociaux. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas, je peux laisser une adresse mail peut-être, ou je sais pas, à toi de me dire comment on peut faire. Oui, je vais mettre le lien pour le Facebook. Après, moi, je reposte ça sur Mixcloud. Donc, sur le mixcloud.com/AIMSANV. Là, vous allez retrouver le Facebook de Projet Horizon. Donc, c'est facebook.com/Projet Horizon. Oui, si on tape Projet Horizon, de toute façon, dans n'importe quel moteur de recherche, faut pas oublier le S. On va tomber sur nous. On a un site internet aussi où il est en cours de refonte, mais d'ici février, il sera sorti. Okay. Et puis de se tenir au courant après sur ce défi des 24 heures pour la Terre, c'est ça ? Ouais, pas loin, par la planète. Ah, 24 heures pour la planète, ok. Bon, super, merci beaucoup Vanessa. Ton bateau, il est très joli, c'est super agréable d'être ici. Merci beaucoup pour avoir participé à cette interview. Je te laisse le mot de la fin. Merci à tous et puis soyez curieux surtout. AIMSA Non-Violence, le magazine de la pensée positive. Oh, regarde ce que j'ai attrapé. Oh, une vinyle. On peut scratcher dessus, non ? Oh, jamais sur mon vinyle. Bon, je reprends le micro, les amis, pour vous repartager un petit truc. Là, on est toujours avec Vanessa à parler de la technologie. Et en fait, je rangeais mon téléphone avec lequel j'enregistre avec le micro ce podcast. Et je me disais, quand même, c'est vachement pratique la technologie de maintenant parce qu'on arrive à avoir des trucs très compacts et très très bien faits en fait. Et c'était de voir en fait que toute l'évolution actuelle de cette haute high technologie, high tech, nous permet aussi de vivre d'une manière un peu différente et peut-être plus minimaliste et un peu plus low-tech. Donc c'était ça aussi ce que tu nous partageais, Vanessa, comment on ne sait pas revenir en arrière ou rejeter en fait tout le monde moderne, mais comment on peut l'aligner en fait, tu vois, le remettre dans une utilisation un petit peu plus consciente en fait, mais c'est pas de rejeter justement. C'est ça un petit peu l'esprit low-tech, non ? L'esprit low-tech, on va pas être en effet dans le rejet de la high-tech, surtout pas. Il y a beaucoup de personnes, quand on me dit low-tech, on me dit c'est l'opposition à la high-tech, et j'aurais envie de dire non, surtout pas. On ne rejette pas la high-tech, on s'en sert, mais avec parcimonie. Voilà, ouais, en essayant de voir c'est quoi le plus intéressant, ce qu'on a vraiment besoin. Parce que c'est un peu ça la déviance, c'est nous créer des besoins dont on n'a pas vraiment besoin, mais on nous donne juste un truc qui nous fait briller les yeux pour qu'on aille l'acheter, mais on n'en a pas vraiment besoin. Donc de retourner à l'essentiel en fait un petit peu quoi. Je prends souvent l'exemple du four à micro-ondes. En fait, avant on n'en avait pas et on mangeait, on réchauffait, on faisait cuire. Et le jour où on a sorti le four à micro-ondes, aujourd'hui en fait on a l'impression qu'on pourrait pas s'en servir sans. Alors que non, c'est très facile de s'en passer. Bon, merci. Puis entre-temps, il y a Yurik qui est arrivé. Tu veux dire un petit mot, Yurik ? Ouais, bonjour à tous. Donc j'arrive là un peu sur la fin.
Donc je suis Yorick, donc on a le projet là avec Vanessa d'essayer de mettre en avant la low-tech. C'est un beau challenge pour nous aussi d'arriver à sortir de ce quotidien de consommation. Et effectivement, j'arrive là sur la high-tech, low-tech. Je suis en train de lire un livre et ils nous disent vraiment qu'on a besoin de la high-tech, mais on a besoin de se sortir de la high-tech, surtout pour tous les matériaux et tout ça qui deviennent rares. Et de la high-tech, on a besoin encore de toutes ces connaissances, d'aller chercher encore plus loin. Mais on a aussi besoin de vraiment être sûr que c'est ça qu'on a envie, quoi. Des robots qui font à notre place, je suis pas convaincu que ça soit intéressant. Voilà. Non, c'est ça, c'est un petit peu de se calmer, c'est de se calmer le mental. On parle pas mal de méditation aussi dans cette émission, et tu vois, on se pose vraiment, les gars, c'est quoi ce qu'il y a d'essentiel dans la vie, et puis juste d'aller sur les choses essentielles comme ça, mais pour nous satisfaire notre plaisir, notre curiosité, pas d'aller dans des choses de consommation un peu futiles, mais des choses un petit peu plus raisonnées et responsables, non? Puisque tu disais aussi tout à l'heure, sur les denrées de matières premières, c'est ça qui sont un peu plus rares, et c'est vrai qu'en ce moment on vit des difficultés, tu vois, l'économie, niveau social, tout devient plus difficile en fait, quoi. Mais c'est comme si toutes ces difficultés, finalement, ça nous amène à, y a une crise économique, on a moins de sous, on va essayer de consommer moins, de consommer différemment, de recycler, de dépenser moins. Donc c'est comme si cette transition se fait un petit peu naturellement et c'est d'apprendre à surfer sur la vague, non? Un petit peu comme vous faites avec le bateau, quoi. Ouais, après la low-tech, comme tu dis, c'est vraiment un mode de vie qui arrive là. Et tu vois, pas plus tard que tout à l'heure, là, je demandais à un collègue s'il savait où je pouvais me procurer des charbons pour changer les charbons de ma meuleuse. Il me dit, t'iras aussi vite d'en acheter une nouvelle. Ah, une personne à sensibiliser. Non, justement, t'as la fierté de réparer. Et puis, c'est juste des charbons. Je pense que c'est assez facile à changer. J'ai jamais fait, je vais découvrir. Mais voilà, c'est important de revenir à ça et pas de se dire c'est plus facile de consommer que de réparer. Il y a des fiertés qu'il faut retrouver aussi, quoi. Ah ouais. Ok, bon super, merci beaucoup pour cette dernière petite ajout. Très bonne continuation à vous deux et à une prochaine. Ciao. Merci, ciao. The Warrior Codes en instant avec les Dropkick Murphys. Ça faisait un bout de temps que j'avais pas écouté ça, mais il est quand même vachement bien cet album, je l'aimais beaucoup. Il est sorti en 2005 et les Dropkick Murphys, ils ont ressorti des albums là récemment, mais c'est pas, je trouvais ça un peu plus mou. Je me suis pas trop mis dedans. J'ai écouté vite fait en préparant cette émission et rien ne vaut un bon vieux titre du Warrior Code, de cet album Warrior Code pour moi. Bref. On va continuer avec un peu de musique pour les dernières minutes d'émission qu'il nous reste. Gomata est là, elle vient d'arriver, elle est en retard. Voilà, vous dit bonjour à tous. Mais pourquoi t'arrives en retard, Gomata? T'as eu un retard de bus? Ouais, j'ai un peu du mal à te croire là. Parce que t'es allé faire les soldes et que ton bus était en retard. Bon, écoute, j'ai un petit peu de mal à t'imaginer comme ça prendre le bus avec tes sacs. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je te trouve très coquette. Mais après tout, pourquoi pas? C'est vrai qu'en Inde, les vaches ont la réputation d'être la vérité incarnée et la pureté incarnée. Donc, Gomata, je pense que oui, tu dis la vérité. Bon, sinon, t'as écouté le début d'émission, là, on s'était mis un titre de Sugar and Tiger et c'est notre groupe de la semaine. Oui, voilà, t'aimes beaucoup ce groupe aussi, toi, d'accord. Alors on a qu'à dire, voilà, que c'est le groupe préféré de Gomata de cette semaine. Donc des fois, on va voir l'album de la semaine, qui est l'album préféré de Gomata. Là, c'est le groupe de la semaine, le groupe préféré de Gomata. Et donc cette semaine, le premier de l'année 2023, c'est Sugar and Tiger. Et on va du coup s'écouter leur titre Brise l'âme. Ça, c'est extrait de leur tout dernier album qui est sorti l'année dernière, en 2022. L'album s'appelle Cristal Temporel. Voilà, il y a 13 titres dessus. Et là, on va se passer
Brise-Lame, et vous retrouvez aussi un petit clip pour ce titre-là, tourné sur le port de Sète avec Didier Van Passe sur un bateau. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, il nous reste encore... on va déborder un petit peu sur cette émission, parce que moi je voulais continuer à raconter des histoires un petit peu de voyage et de bateaux, tout ça, comme c'était un petit peu le thème de cette émission finalement aujourd'hui. Et puis je voulais terminer aussi avec un titre de Pat et Joe Byrne. Donc ça c'est un titre en fait, c'est du folk, hein, c'est des chants d'une chanson de marin. Voilà, c'est en fait Pat et Joe Byrne, ils sont de Terre-Neuve, Newfoundland, et ils sont assez connus là-bas en fait. Eux deux, c'est vieux, hein, du coup c'est là l'enregistrement qu'on va s'écouter, il a été enregistré en 1983. C'est sorti sur l'album qui s'appelle Toward the Sunset. Et du coup, c'est du folk. C'est en fait deux frères, Pat et Joe Byrne, ce sont deux frères qui sont de Placentia Bay. Donc c'est un endroit en fait dans le Terre-Neuve, tout à l'est de Terre-Neuve, hein, il me semble. Et voilà, ils chantent pas mal sur tout le contexte un petit peu social et la misère finalement que rencontraient les pêcheurs de Terre-Neuve à un certain moment quand il y a eu des... Donc ce morceau West Moon, il est un petit peu... comme ça, c'est un morceau historique qui décrit la réalité des pêcheurs et ou alors les difficultés qu'ils rencontrent à pouvoir vivre de leur quotidien là-bas dans cette zone de Terre-Neuve. Moi, je connais ça en fait, j'ai eu la chance de voyager là-bas. Voilà, il y a quelques années, il y a 20 ans de ça, moi j'avais fait un petit tour du Canada en autostop, j'avais vagabondé là-bas au Canada et j'étais allé jusque Terre-Neuve. J'étais passé aussi par Cape Spear. Cape Spear, c'est en Nouvelle-Écosse. Et voilà, alors j'étais parti de Montréal, en fait, j'avais fait tout Montréal, passé après vers l'est, j'allais vers les provinces maritimes. Je suis passé par la Nouvelle-Écosse, Cap-Breton, là je me suis arrêté. J'avais travaillé avec un pêcheur là-bas qui faisait de la pêche au homard dans toute une baie qu'il y a là-bas. Et je me souviens, ce gars, il avait un bateau. Il avait une réplique du bateau de Joshua Slocum, un sloop, ça s'appelait ces bateaux-là. Et c'est en fait Joshua Slocum, lui, c'était le premier homme à faire le tour du monde à la voile en solitaire. Et donc Joshua Slocum, il venait de toute cette région-là, en fait, de la Nouvelle-Écosse. Et il y a beaucoup de personnes qui font en fait de la pêche là-bas, que ce soit de la pêche aux beaux fruits de mer. Et du coup pour ça ils utilisaient ces bateaux à l'époque, un sloop. Donc c'est un bateau avec il y a un mât et une voile avant et une voile arrière, donc c'est très facile à manier et un homme seul peut le manier. Et il est plat le bateau en bas avec une quille assez grande, il me semble, c'est ça qui lui donne une très bonne stabilité et une maniabilité très facile en fait. Et donc après, c'était en 1840, quelque chose comme ça, après avoir navigué et pêché dans ces eaux-là, Joshua Slocum est parti pour la première fois et a fait le tour du monde. C'était le premier tour du monde en solitaire. Hein, voilà. Donc il y a tout un récit, un livre qui a été écrit en fait suite à son tour du monde. Ça s'appelle Seul autour du monde, il me semble, le bouquin. On le trouve en français. C'est très très sympa à lire si ça vous passionne un petit peu ces histoires de voyage, d'aventure et de bateau. Ouais, c'est vraiment un truc à lire ça. Et c'est un bateau très simple, très très basique, mais super sympa. Et voilà, j'avais eu l'occasion de pouvoir monter sur un bateau comme ça quand j'étais là-bas au Canada à Cap-Breton. Par contre, quand là moi je faisais de la pêche avec lui, c'était sur un bateau mécanique. Voilà, donc j'étais resté là un petit temps et après j'avais continué. J'avais eu l'opportunité et la chance de pouvoir continuer à Terre-Neuve, donc dans Newfoundland. C'est là aussi où on trouve les îles françaises Saint-Pierre et Miquelon. J'ai pas pu y aller, mais Terre-Neuve c'était très très joli aussi. Hein. C'est des paysages des grandes falaises. C'était brumeux, je me souviens quand j'y étais, il y avait quand même beaucoup de brume. Voilà, c'est vraiment des provinces maritimes, quoi, comme on l'entend. Et puis avec beaucoup de pêche là-bas. J'étais resté dans la ville de St. John's. Il y a un endroit, il y avait une auberge, je me souviens, qui a été construite
sur la falaise, vraiment donc dans la pente, et qui était à moitié sur l'eau, à moitié sur la falaise, donc tout était en pente, ça montait vraiment dans tous les sens avec des escaliers tout en bois. C'était vraiment un truc magnifique, très joli. Et voilà, c'était là on retrouve le point qui est le plus à l'est sur le continent américain, qui s'appelle Cape Spear. Donc j'étais allé jusqu'à Cape Spear, le point le plus à l'est vraiment du territoire américain, et de là j'étais reparti en autostop pour aller jusque dans les Yukon Territories, non même pas, jusque dans les Northwest Territories, voilà, du côté de l'Alaska, jusqu'où se termine la route à Inuvik. Voilà, donc c'était ma petite aventure de vagabondage au Canada qui m'avait fait rencontrer du coup Newfoundland un petit peu, voilà, il y a une grosse ils aiment beaucoup la musique, hein, là-bas c'est des bons musiciens, voilà, souvent les peuples comme ça un petit peu avec une culture maritime, comme les Irlandais ou les gens de Terre-Neuve, ils aiment beaucoup la musique, la folk, donc voilà, on va s'écouter un morceau de Pat et Joe Byrne qui sont vraiment de ce coin-là. Le morceau s'appelle West Moon et c'est sur ça qu'on va se quitter. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à dans 2 semaines. Allez, prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres. Peace.